Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le petit monde d'habitués dans le centre commercial Saint-Cyprien. Au cœur de la ville de Neuville, dans le nord-est de la France, il existe un centre commercial qui s'étend sur 2 étages. Le centre commercial Saint-Cyprien est implanté dans le tissu dense du centre-ville, accessible à pied par 4 entrées et en voiture par un parking situé sur son toit. J'ai toujours vécu dans l'agglomération de la ville, et au début de mon investigation sociologique, en 2011, cela faisait 3 ans que j'habitais au centre-ville de Neuville. À pied ou en vélo, j'aimais me balader dans les rues de la ville en m'arrêtant çà et là sur un muret, un banc public ou contre un mur, pour observer l'incessant foisonnement de vie citadine qui s'entremêle, se frotte et se rencontre dans les lieux accessibles au public. Les jours de mauvais temps, il m'arrivait de flâner à l'intérieur du centre commercial, lieu abrité où le flux de clients ne cesse que durant les heures de fermeture. C'est ici, dans le centre Saint-Cyprien, que j'ai mené une recherche sociologique portant sur la vie sociale des galeries marchandes. Bien sûr, on côtoie beaucoup de personnes différentes à l'intérieur d'un centre commercial. Les clients sont de tous âges, ils vaquent à leur shopping, des sacs dans les mains et le regard tourné vers les vitrines. De jeunes gens, collégiens et lycéens, y viennent aussi pour déambuler en groupe dans ce lieu de la paraître et de la consommation. D'autres acteurs portent le logo du centre Saint-Cyprien sur leur uniforme, ils y travaillent. Agents de sécurité, personnel d'entretien, hôtesses d'accueil ou vendeurs quelconques. Pour ma part, je me suis concentrée sur un public particulier. Des citadins qui s'y rendent quotidiennement ou presque, bien qu'ils ne semblent pas effectuer d'achat dans ce lieu où le commerce règne pourtant en maître. Ma formation sociologique m'avait amené à m'intéresser aux formes d'appropriation de l'espace public, et j'avais constaté l'existence d'un phénomène de rassemblement régulier de personnes âgées à l'intérieur du centre. En effet, encore aujourd'hui, cet espace accueille une frange d'usagers qui s'approprient les galeries marchandes et en détournent le sens premier, entendons marchand, pour y établir des rapports collectifs d'interconnaissance et de sociabilité. De façon plus précise, des personnes âgées retraitées s'emparent des aires de repos, rambardes, fauteuils et autres bancs disposés dans les galeries à l'attention des clients, pour mieux les transformer en petits salons de discussion improvisés. Le centre commercial Saint-Cyprien a ouvert ses portes en 1976. À l'époque, flambant neuf, il faisait figure de parangon de la modernité marchande consumériste et participait à développer l'attractivité du centre-ville de Neuville. Aujourd'hui, après plusieurs rénovations et extensions, il possède 105 boutiques et s'étale sur une superficie de 80 000 m², dont 42 000 m² d'espace commercial. Ces galeries accueillent 8 millions de visiteurs par an, parmi lesquels on retrouve les membres âgés du petit monde dans lequel je me suis plongée pendant 8 mois. Pour décrire et comprendre la structure sociale de ce microcosme et les relations qui s'y inscrivaient, il m'a paru évident que je devais m'immerger au jour le jour dans les galeries marchandes. J'allais donc m'asseoir avec les habitués au sein des aires de repos et autres recoins qu'ils s'appropriaient, afin d'entrer en contact avec eux, de partager leurs pratiques, de recueillir leurs impressions et leurs discours au plus proche de leur réalité quotidienne. Je suis finalement devenu moi-même un habitué du lieu, pleinement engagé dans la transformation des galeries marchandes en espaces de vie et de rencontre. J'y trouvais d'ailleurs un certain plaisir, étant pris en affection par certains occupants des espaces repos et me prenant d'affection pour eux. Du temps où j'étais étudiant, j'avais effectivement été marqué par la sociologie de terrain et les apports de l'ethnographie urbaine plus précisément. Les premiers travaux de l'école de Chicago, Joseph Grafmeyer, 1979, et ses prolongements interactionnistes m'avaient donné l'envie de produire une monographie du centre commercial Saint-Cyprien. Les galeries marchandes du centre sont donc le théâtre de multiples scènes de rencontres et de discussions entre des gens qui n'ont que faire des marchandises qui les entourent. Prises une à une, ces personnes sont insignifiantes dans le déroulement de la vie quotidienne du centre, elles sont presque invisibles parce que noyées dans le flux d'usagers conventionnels des galeries. Mais lorsqu'on observe plus attentivement, on repère vite cette présence régulière des habitués ainsi que leurs pratiques non conventionnelles. C'est un véritable petit monde d'interconnaissance qui se dissimule dans les galeries marchandes, en s'inscrivant dans les aires de repos. Pour réaliser mon projet monographique, plusieurs questions ont guidé ma recherche.
Comment émergent ces rassemblements dans le centre? Qui en sont les protagonistes? Quels sont leurs rapports à l'espace en question? Quelles sont les relations qu'ils y développent? Quel sens donnent-ils à leur engagement dans l'enceinte commerciale? Je dois signaler dès maintenant que les membres de ce petit monde sont des personnes fragilisées, tant sur le plan économique, relative pauvreté et sociale, isolement relationnel que sur le plan de la santé. En effet, la majorité des retraités occupant les galeries a plus de 60 ans, parfois plus de 80 ans. La plupart sont veufs ou veuves. Ils appartiennent aux catégories sociales dites inférieures, populaires, ouvrières, tandis que d'autres sont des marginaux urbains en errance dans le centre-ville. Certains occupants des aires de repos sont immigrés ou d'origine immigrée, maghrébins, italiens, portugais, et la quasi-totalité habite en centre-ville, ils se rendent au centre à pied. Aussi anodines soient-elles de prime abord, les pratiques que j'ai observées et auxquelles j'ai participé étonnent par leur incongruité au sein de cet espace qui n'est pas prévu a priori pour de tels usages sociaux. Mon intérêt pour ce fait social procède de cet étonnement relatif au caractère informel, improvisé et inattendu du microcosme de sociabilité localisée. D'autant que je me suis rapidement rendu compte que des dizaines de personnes participaient, plus ou moins régulièrement, de cette sociabilité à l'intérieur du centre. Bien sûr, elles ne venaient pas toutes au même moment de la journée et ne se regroupaient pas dans les mêmes aires de repos. Dès les premières semaines de mon immersion ethnographique dans le centre, je devais distinguer différentes catégories d'habitués s'engageant dans le petit monde des galeries marchandes. Les piliers pouvaient rester plusieurs heures d'affilée à l'intérieur du centre. Ils étaient les plus assidus et les plus engagés dans le réseau d'interconnaissances localisées. Ils venaient presque quotidiennement et connaissaient plus ou moins la plupart des autres occupants des fauteuils. De leur côté, les passagers venaient plusieurs fois par semaine pour les plus réguliers. Ils gravitaient autour des piliers et participaient de la vie sociale du lieu, mais ils ne restaient à l'intérieur qu'une heure ou deux. Les passagers irréguliers, en revanche, pouvaient ne venir qu'une fois par semaine dans les galeries marchandes, mais lorsqu'ils s'y rendaient, ils s'arrêtaient toujours pour discuter quelques longues minutes avec les occupants des aires. Enfin, certains membres du petit monde ne participaient pas directement à la sociabilité des autres habitués, je les nomme les exclus. Ce sont des marginaux en errance qui venaient s'asseoir dans les galeries, surtout l'hiver, le temps de se réchauffer avant d'être raccompagnés à la porte par les agents de sécurité du centre. Ensemble, toutes ces personnes forment un microcosme relationnel qui conteste la fonction première du centre commercial. J'ai pu répertorier environ 80 personnes appartenant à l'une ou l'autre des catégories que je viens de préciser. Le récit qui va suivre relate les étapes de mon intégration dans leur petit monde, avec ses obstacles et ses moments charnières. J'y décris une galerie de portraits des acteurs qui composent ce petit monde et les scènes que j'ai pu vivre avec eux, dans la mesure où elles indiquent la teneur de leur rapport au temps, à l'espace, aux autres et à la situation quotidienne dans le centre. L'organisation des parties correspond à la chronologie de mon immersion au sein des différents sous-groupes d'habitués, qui se constituaient aux quatre coins du centre. Je raconte d'abord comment j'ai reçu l'autorisation de faire une enquête de terrain à l'intérieur du centre commercial, ainsi que mes premiers rapports avec les membres de l'institution, et principalement avec Mohamed, un agent de sécurité des galeries marchandes. Je relate ensuite mes premiers contacts avec les occupants des aires de repos, notamment à partir de l'amitié que j'ai nouée avec Alain, qui devint mon informateur privilégié et m'aida à m'intégrer dans le petit monde des galeries marchandes. Je décris ensuite mes rapports avec plusieurs groupes à l'intérieur du centre. Un groupe d'Italiens systématiquement adossés à une rambarde au premier étage, un groupe d'hommes maghrébins s'appropriant divers micro-espaces des galeries, un groupe de dames installées dans une aire du rez-de-chaussée, puis un groupe d'hommes se répartissant entre deux espaces repos situés au premier étage du centre. Dans chacun de ces chapitres, j'aborde des thématiques plus précises, les modalités d'appropriation spatiale, les rites d'interaction, les sujets de discussion, etc., que les scènes racontées suggèrent en filigrane. Mais avant d'entrer dans le récit de mon immersion sur le terrain,
je dois encore préciser la manière dont j'ai construit sociologiquement mon objet de recherche. De l'objet social à l'objet sociologique. Cette recherche se propose donc de montrer que la vie sociale dans les centres commerciaux, organisation typique de la modernité urbaine et marchande, ne se réduit pas aux aspects utilitaires et marchands qui président très fortement à leur conception et qui en feraient des non-lieux, au sens de M. Auger, 1992. Au contraire, le petit monde qui s'inscrit dans le centre Saint-Cyprien déjoue les attentes formelles et fonctionnelles de l'institution commerciale. Ainsi, il s'agit de décrire, au plus proche de leur réalité, la façon dont les personnes âgées transforment le centre commercial en un véritable lieu de vie sociale et comment se structure leur petit monde. Dans une deuxième partie analytique, je proposerai de montrer l'importance de cette sociabilité pour ces personnes dans la mesure où elles font, ou ont fait, l'expérience de rupture de liens sociaux parfois brutales. Dans la perspective tracée par S. Pogam 2014, l'intégration sociale s'établit à travers 4 grands types de liens sociaux. 1. Le lien de filiation, comprenant les rapports familiaux, les liens de parenté. 2. Le lien de participation élective, comprenant les relations conjugales et amicales, les rapports entre pairs. 3. Le lien de participation organique, principalement constitué par l'école, le travail et l'emploi. 4. Le lien de L'. Intégration citoyenne, correspondant aux possibilités d'être sujet de droits et de devoirs, et de participer à la vie politique selon les principes de l'égalité démocratique. Dans le cas des personnes âgées et marginalisées avec qui j'ai vécu plusieurs mois, il est important de constater l'effritement ou la rupture des liens de filiation et de participation organique, autrement dit, la faiblesse du réseau familial et professionnel. Aussi, mon travail consiste à montrer comment les liens de participation élective, s'inscrivant notamment dans le registre de la sociabilité primaire, peuvent pallier la rupture des autres formes du lien social. En outre, ces liens de sociabilité dans le centre permettent à mes informateurs de se sentir exister positivement et d'accéder, tant bien que mal, aux liens de l'intégration citoyenne en se faisant une place dans la ville, à travers leur appropriation du centre commercial. Mais le petit monde des galeries marchandes ne va pas sans poser de problème à l'institution commerciale que représente le centre Saint-Cyprien. En effet, ce cadre spatial et institutionnel n'est pas neutre dans la compréhension que je propose de mon objet d'étude. En effet, le centre apparaît comme un parangon de la modernité urbaine contemporaine. Quoi de plus rationalisé, sécurisé, contrôlé et marchandisé qu'un centre commercial ? La dimension organisationnelle des shopping malls se manifeste dans la formalisation d'un objectif précis, la rentabilité économique, au service duquel sont mis en place des règlements, des protocoles, des dispositifs techniques que font respecter les agents de l'institution. C'est dans ce cadre institutionnel que les acteurs qui nous intéressent occupent à leur façon l'espace dans les galeries marchandes, si bien qu'ils en ternissent l'image aux yeux de la direction du centre, et ce, d'autant plus qu'ils connaissent des conditions de précarité sociale, parfois visibles de surcroît, qui ne leur permettent pas d'acheter ni de consommer dans l'enceinte commerciale. Cette présence informelle n'est a priori d'aucune utilité pour le centre dont la priorité réside dans la recherche de profits économiques et partant, dans l'attention portée au bien-être des vrais clients, Mohamed, vigile du centre. Au regard des usages dont elles attestent, les figures du client et de l'habitué s'opposent assez frontalement. De ce point de vue, le problème social, aux yeux de la direction du centre Saint-Cyprien, incarné par la présence récurrente des habitués, est ici traduit en problème sociologique. Il n'est pas inutile de revenir sur l'histoire des centres commerciaux pour penser la question de la sociabilité à l'intérieur de ceux-ci. Si l'histoire mondiale des centres commerciaux fait généralement remonter l'origine de cette forme urbaine à l'année 1938, avec l'inauguration du Garden Plaza Center aux États-Unis, New Jersey, le cas français nous renvoie à la fin des années 1960, en 1969 plus précisément, avec l'ouverture de Parly 2 près de Versailles et de Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var. C'est en 1969 qu'apparaissent les 2 premiers centres commerciaux en France, suivis de nombreux autres durant la décennie 1970, dont le centre Saint-Cyprien. Les années 1950 et 1960 portent la marque d'un urbanisme renouvelé, qui s'appuie sur la croissance des entreprises et du niveau de vie des familles pour développer une offre commerciale nouvelle. Cette offre s'inscrit dans le processus de périurbanisation qui s'initie alors.
À la croissance économique et urbanistique de ces décennies correspond une croissance démographique qui encourage l'étalement de la ville et l'émergence de ce que certains auteurs ont nommé la société de consommation, Baudrillard, 1970. L'implantation des centres commerciaux, tant en centre-ville qu'en périphérie, résulte de cette transformation des modes de vie et incarne l'urbanisme fonctionnel et marchand décrit entre autres par H. Lefebvre, 1968A, 1970A, 1972A, 1972B, 1974. Progressivement, les promoteurs des malls prennent soin de multiplier leur offre commerciale afin de proposer plus de services à leur clientèle et de la maintenir le plus longtemps possible à l'intérieur des galeries. Aux produits alimentaires et vestimentaires qui composaient la majorité de l'offre marchande des premiers centres commerciaux, s'ajoute alors une offre de services multiples. Restauration sur place, loisirs, etc. Cette diversification des activités tente d'impulser une certaine socialité dans les galeries des centres commerciaux et ainsi de répondre aux critiques d'inhumanité qui leur étaient portées dans un premier temps. Poupart, 2005, page 37. Pour autant, la rationalisation progressive de l'aménagement spatial et marchand des shopping centers ne renvoie pas à une volonté première d'en faire des lieux de vie, de rencontre ou de citoyenneté. Elle relève d'une intention économique anticipée visant à accroître la rentabilité d'un espace qui multiplie ainsi ses fonctions et augmente son attractivité. D'ailleurs, la plupart des disciplines scientifiques qui étudient cette forme urbaine passent sous silence les réalités sociales qui nous intéressent ici. Tant dans les études marketing que dans les approches urbanistiques, la vie sociale à l'intérieur des galeries marchandes des centres commerciaux est rarement questionnée, et pour cause, elle n'est pas directement rentable. Les travaux qui s'intéressent aux centres commerciaux sont donc majoritairement d'ordre quantitatif et s'en tiennent principalement à des niveaux d'appréhension tout à fait macroscopiques et structurels. En outre, si quelques sociologues ou philosophes ont prêté attention à ce type d'espace et aux comportements auxquels il renvoie, ces chercheurs n'ont bien souvent insisté que sur les dimensions rationnelles, économiques, marchandes, qui constituent en partie la réalité des centres commerciaux et autres hypermarchés. L'approche critique et normative qui sous-tend ces travaux n'est pas étrangère à ma réflexion. En prenant le contre-pied des recherches sur les comportements institués en faveur de la consommation et de la rentabilité économique des malls, je souhaite mettre en lumière les usages alternatifs qui s'y inscrivent potentiellement et s'opposent, tant par leur forme que par leur contenu, aux comportements utilitaires organisés et contrôlés par l'institution. Dans le cadre de ce projet, j'ai pu m'appuyer sur un petit nombre de recherches portant sur les dimensions sociales inhérentes à l'espace économique et aux centres commerciaux plus précisément. Si la majorité de ces travaux s'intéressent d'abord aux clients, ou aux jeunes, qui développent des formes de sociabilité à l'intérieur des espaces commerciaux étudiés, je m'en différencie en prêtant attention à d'autres types d'acteurs qui fréquentent le centre Saint-Cyprien à des fins quasi exclusivement sociales. Ceux que j'appelle les habitués. Les champs de la sociologie du vieillissement et de la sociologie de la marginalité ont été des approches adéquates pour appréhender mes informateurs. En effet, mes observations et les discussions que j'ai entretenues avec les habitués m'ont renvoyé aux travaux de V. Karadec, 2005, et d'A.M. Guillemard, 1973-2003, qui mettent en relief leur situation de déprise et de lutte contre la mort sociale. D'un autre côté, les recherches classiques de S. Pogam 1991 et V. de Boljac 2014, ou encore de G. Leblanc 2009, apportent des pistes de compréhension de la relative marginalité sociale des occupants des aires de repos. Dans une autre optique, ce sont les perspectives de la sociologie de la vie quotidienne qui m'ont aidé non seulement à observer l'activité ordinaire de mes informateurs mais aussi l'insertion de cette activité sociale spatialisée dans leur trame quotidienne. C'est dans ce cadre que j'ai porté une attention toute particulière à leur pratique spatiale et au sens que pouvaient prendre les galeries marchandes dès lors qu'elles étaient appropriées par les habitués. Pour rendre compte des pratiques de mes informateurs, je m'appuie notamment sur des philosophes, géographes, psychologues et sociologues qui ont été attentifs à ces questions spatiales. Enfin, dans la mesure où mon projet consiste à décrire la structure de la micro-société des galeries marchandes et la teneur des relations qu'entretiennent les membres de ce petit monde, j'ai puisé dans la sociologie des groupes sociaux, Coulet, 1909, Merton, 1965,
dans l'interactionnisme symbolique et dans la sociologie du don et de la reconnaissance pour comprendre cette sociabilité particulière. Ainsi, entre leur déprise sociale, l'emprise spatiale qu'ils développent sur le centre et les prises relationnelles dont se saisissent mes informateurs dans leur petit monde de sociabilité, ce livre propose à la fois une description globale du phénomène localisé et une analyse conclusive qui interprète l'engagement des habitués dans les termes d'enjeux identitaires, de reconnaissance sociale, ou plus simplement, d'une lutte quotidienne contre l'isolement relationnel qui les touche. Mais avant de présenter les acteurs que j'ai rencontrés dans le centre, je voudrais introduire le lecteur dans le petit monde des galeries marchandes, tel qu'il m'est apparu après plusieurs mois d'immersion. Une après-midi dans le centre commercial Saint-Cyprien. Plan du centre commercial Saint-Cyprien. 1 janvier 2012. Une après-midi pluvieuse. J'arpente les rues commerçantes de Neuville avant d'entrer m'abriter dans le centre commercial Saint-Cyprien. Je commence à savoir ce qui s'y passe et à reconnaître les habitués des galeries. Il est 13h, Monsieur Chris passe devant moi, un sandwich à la main avec son air habituel de chercher quelque chose ou quelqu'un. Ce n'est sûrement pas la seule fois que je le croiserai aujourd'hui. J'entre dans le hall, puis longe l'escalator avant de tourner la tête en direction de l'aire de l'entrée. 2 adolescents s'encanaillent dans le fauteuil double, oubliés des passants, devant des sièges vides, et un vieil homme, jambes croisées, chapeau baissé, les bras tranquillement superposés, il dort. Je m'arrête un instant, debout contre une colonne de béton. Tout à l'heure peut-être, ce vieil homme sera réveillé par un compère de passage venu lui souhaiter la bonne journée. 2. Je marche vers la place centrale des galeries, c'est le croisement entre les 2 couloirs du niveau inférieur. C'est ici que se passent les événements divers qui sont organisés par le centre, petits spectacles, démonstrations sportives, jeux et animations, etc. Pour l'heure, quelques clients affairés s'empressent de finir leurs courses avant de vaquer à leurs occupations de l'après-midi. Et puis Marcel, il vient certainement d'arriver, il est 13h15, passe lentement le long des vitrines, le regard fixe en direction de l'escalator, il sait où il va. Je le laisse monter. Il y a peut-être un peu de monde du côté de l'aire pharmacie. 3. Le manège qui jouxte l'aire pharmacie donne de l'animation à ce croisement, et la pâtisserie au milieu du couloir n'y est pas pour rien. Le mercredi après-midi, quelques enfants jouent entre 2 gaufres avalées en laissant patienter leurs parents généralement debout, ou bien assis sur l'un des fauteuils de l'aire. La musique du manège et les odeurs sucrées font de cet emplacement un lieu de prédilection pour les flâneurs et autres personnes âgées. En face, de petites tables hautes, avec des tabourets adaptés, éparpillés autour de 4 énormes pots d'1 mètre de haut. L'espace en question accueille de petits arbres au milieu de cette place de pique-nique. 3 paires de jeunes gens y déjeunent d'ailleurs, ainsi qu'un homme seul, plus âgé, affairé d'une main sur son téléphone portable et agrippé à son attaché-caisse de l'autre. Et puis il y a Mehdi avec son petit sac, patiemment assis sur un tabouret, accoudé sur la table. Il regarde passer les gens. Plus tard, il fera le tour du centre plusieurs fois, à la recherche des quelques connaissances dont il pourrait serrer la main avec sa démarche incertaine et son habituel sourire béat. De l'autre côté de l'aire se trouve la sortie vers la place C, là où le flux de passants est le plus fort, ce qui donne à ce couloir une activité quasi incessante. Et puis j'atteins l'entrée souterraine vers les bureaux de la direction du centre et le PC sécurité. J'y descends parfois discrètement pour une autorisation de la direction ou pour enregistrer un entretien, mais pas maintenant. Il ne s'agirait pas que mes informateurs me voient y descendre, ils pourraient s'imaginer que je travaille pour le centre. 4. Je m'installe plutôt dans un fauteuil libre, 2 dames discutent à toute vitesse. Puis elles ralentissent, rien ne se dit durant quelques minutes, elles observent, puis ça repart. Un jeune bambin vient de passer, que le sourire de la vieille dame aura su accrocher. Il en tourne la tête jusqu'à perdre un instant la main de sa mère. Et les 2 femmes âgées se sourient à leur tour devant la scène, avant d'enchaîner la conversation sur un autre sujet. Il s'agit de Lisette et Madame Frac. Elles sont frêles et ridées. On aurait peine à ne pas leur laisser une place assise, mais pour l'instant et jusque 14h, les sièges des aires de repos sont assez disponibles. Elles ont d'ailleurs rapproché leurs fauteuils à quelques centimètres l'un de l'autre. Elles sont alignées, le regard et le corps en direction du manège, et se parlent en penchant la tête l'une vers l'autre. Je reste là quelques instants, tendant l'oreille à la discussion.
Le temps d'hiver et les rhumatismes qu'ils réveillent alimentent une bonne partie de leur bavardage, tandis qu'elle commente la probabilité de croiser un tel et une telle dans le centre. Probabilité accrue aujourd'hui. En ce jour de pluie et de vent, les retraités aiment se rendre dans cet endroit abrité. Un homme est arrivé. Il s'empare d'un siège en le déplaçant quelque peu et ne semble pas venu pour faire du shopping. En s'installant, il salue les dames d'un geste de la tête et d'un bonjour solennel. Il s'enfonce dans son fauteuil face aux dames, quoiqu'à une distance de 2 mètres, s'allonge, croise les jambes et les mains, et puis soupire de détente. Il semble avoir un long cou, mais ce n'est en fait qu'une apparence. C'est qu'il tourne la tête et le regard constamment, s'arrêtant tantôt sur les vieilles femmes, se retournant parfois, tentant sa chance à droite. Il ne le sait pas encore, et moi non plus, mais plus tard il me sera d'une aide précieuse. Cela fait 1 heure que je suis assis dans l'air pharmacie. 6 personnes sont venues saluer l'homme assis. Il s'agit d'Alain qui collectionne les bonjours, à l'image de Francis qui est d'ailleurs passé à l'instant le saluer, lui, ainsi que Lisette et Madame Frac, qui ont été rejointes par Madame Cournois. Celle-ci prévient, je vais faire une course, je reviens après. Gardez-moi une place. Elle attendra Simone qui arrive autour de 16 heures, et elles partiront ensemble, vers 18 heures. Moi, je reste dans l'air pharmacie. Les dames s'y trouvent toutes les 4, ayant rapproché les fauteuils pour constituer leur petit salon de bavardage, tandis que M. Bobby est venu s'asseoir une demi-heure, non sans échanger quelques politesses avec elle. Jackie est passé lui aussi, mais il n'y avait pas de place libre. Il a salué Alain d'une poignée de main ferme en livrant 2 blagues grivoises, dont une à destination des vieilles dames, avant de se rendre à l'air juste au-dessus, celle proche de l'ascenseur. Je le suis, profitant de l'arrivée de Madame Kahn pour lui proposer ma place tout en saluant d'un geste les habitués présents dans l'air. Je pense que la prochaine fois ils se souviendront de moi. Ils aiment qu'on leur donne un fauteuil. 5. En prenant l'escalator pour rejoindre l'air ascenseur. J'évite régulièrement l'ascenseur, tout déplacement me permet d'observer la vie des galeries. J'aperçois Francky qui a dû passer lire le journal. Il est 15h30, et il va rejoindre sa rambarde fétiche, celle qui donne vue sur l'air pharmacie, ainsi que sur l'imposante verdure d'intérieur située à l'étage inférieur. Je m'arrête pour discuter un peu avec lui. Cela fait plus de 15 ans qu'il se rend dans le centre presque tous les jours, dit-il, puis il enchaîne les anecdotes historiques sur la ville et sur la vie du centre commercial. Difficile de l'arrêter, d'autant que son discours est intéressant. Je bavarde d'ailleurs une demi-heure avec lui. Francky se rend quotidiennement à sa rambarde, entre 15h30 et 17h30. Il dit y avoir mis des racines. Dans les semaines qui suivent, il me présentera ses collègues, des Italiens qu'il connaît bien et qu'il côtoie ici le plus souvent possible. Mario, Pasquali, Eddie et Pierrot sont particulièrement avenants avec moi, bien que mon magnétophone fasse fuir ces 2 derniers dès qu'il est allumé. 6. Enfin j'aperçois l'air ascenseur au bout du couloir, et Jackie qui s'y trouve avec Marcel, comme à son habitude, arrivé avant 14h. Mais il me faut d'abord passer dire bonjour au commerçant de prêt-à-porter, qui se situe en face de l'air. C'est un homme que je connais bien. Il m'a aidé à obtenir l'autorisation d'effectuer ma recherche dans le centre, et me renseignera de son point de vue sur la vie des galeries. Tout en discutant avec lui, je porte le regard sur l'air ascenseur. Impossible de s'asseoir pour l'instant. Il est 16h30. La clientèle s'est densifiée, circulant d'une enseigne à l'autre, des sacs de marque aux mains. Les aires aussi se sont densifiées, mais elles ne sont pas peuplées des mêmes personnes. C'est à croire que plus il y a de passants dans les galeries, plus il y a de personnes âgées dans les espaces repos. Les habitués aiment généralement cette densité. Ici, Marcel discute avec Monsieur Blague, sous l'oreille attentive de Jackie et de Monsieur Lay. Madame Lecht est assise également, contrairement aux hommes. Elle a tourné son siège vers l'extérieur de l'air. Elle se tourne vers le couloir et sort son livre du moment. 7. Je prends une tisane brûlante mise à disposition dans le magasin aux tendances écologistes qui se trouve juste à côté de l'air ascenseur. Ce petit réchauffant va me permettre de patienter quelques minutes aux abords du groupe d'hommes engagés dans une plainte collective sur la faiblesse de leurs ressources économiques. Ils comparent leurs droits et allocations respectives. Momo passera leur serrer la main rituellement, l'un après l'autre, tandis que Mustapha et Didier ont pris part au papotage, mais ont dû stagner debout au milieu de l'air, en face des 4 privilégiés assis. Je décide de continuer ma ronde silencieuse, oreilles et yeux grands ouverts.
8. En passant par le calme couloir qui fait la jonction entre l'air ascenseur et l'apostrophe R escalator, j'arrive sur une autre scène inattendue, il est 17 heures. Ici, les fauteuils ne sont pas alignés ou rapprochés en cercle, ils sont davantage éparpillés, aucun des occupants assis ne semble en discussion, ils observent l'éternelle arrivée de l'escalator. Il semble pourtant que ces vieilles personnes n'aient pas fait d'achat, pas de sac, pas de liste sous les yeux. Ils sont d'ailleurs tous vêtus d'habits usagés. D'une autre mode, ils ne font certainement pas de shopping dans les galeries. Blanco est donc assis là, seul, immobile, les bras étalés sur les accoudoirs du fauteuil. Anthony lui tourne le dos. Il ne reste qu'une demi-heure assis. Il aime changer régulièrement d'air de repos. Le couple de Portugais est sagement tourné vers le couloir que peu de passages animent. L'homme et la femme sont alignés, silencieux. Tout à l'heure, ils passeront faire une accolade à leurs compatriotes, ces derniers se trouvent certainement accoudés à une rambarde proche de l'accueil. Pour sa part, Rick dort sans trop de discrétion, une main en rempart pour empêcher sa tête de tomber. Le spectacle silencieux de l'Air Escalator est régulièrement le même. Il faut dire que cet angle du centre n'est pas le plus fréquenté par la clientèle. De temps à autre, lorsque les places libres le permettent, un groupe d'hommes maghrébins s'empare de l'air et lui donne une vie plus prononcée. Ils s'installent alors à 3 ou 4, et forment à leur tour un petit salon animé dans leur langue d'origine. Aujourd'hui ils ne sont pas là. Peut-être les retrouverai-je à l'air au fauteuil plastique? Ou bien sont-ils éparpillés, chacun ayant trouvé une place solitaire à droite ou à gauche des galeries? 9. L'air plastique est situé à l'autre extrémité des galeries, un endroit où le passage est également calme. C'est le dernier endroit où des places restent disponibles. Le matériau des fauteuils et leur taille basse ne facilitent pas leur usage pour les personnes âgées. J'y passe avant de redescendre voir les galeries du rez-de-chaussée. Sur mon chemin se trouve l'accueil. J'y fais un détour pour saluer l'hôtesse présente aujourd'hui, et l'interroger brièvement. La position centrale des hôtesses et le regard quotidien qu'elles portent sur la vie des galeries me sont instructifs. Elles m'aideront d'ailleurs à faire passer de petits questionnaires aux personnes âgées, qui viennent discuter avec elles tous les jours. Aujourd'hui, 2 hommes semblent attendre de pouvoir consulter le journal, tandis que David s'en est emparé depuis 20 minutes, me dit-elle. Il le lit, accoudé au montant délimitant l'espace professionnel de l'hôtesse. Mais Joe, assis derrière, n'attend pas le journal. Il attend David, son compère avec qui il pourra bavarder. À défaut de trouver une place dans une aire, ils s'installeront sur les fauteuils de l'accueil. Ceux-ci sont moins confortables, mais ils ont l'avantage de ne pas être trop prisés par les autres habitués. 10. En prolongeant ma marche jusqu'à l'aire au siège plastique, j'aperçois Jackie qui est tout seul. Il sort du centre pour acheter quelques bières. J'aurai l'occasion de lui dire au revoir plus tard. Monsieur Lay et Monsieur Black sont aussi en partance. Je les vois en bas se diriger vers la sortie par le hall. Sur les fauteuils plastiques, 4 lycéens discutent bruyamment, ils commentent des photos sur leur téléphone portable. Seul un vieux monsieur maghrébin s'est aventuré entre cette jeunesse volubile. Il somnole, jambes croisées et lunettes de soleil devant les yeux pour déjouer la vigilance des agents de sécurité. Dormir dans les aires de repos n'est pas toléré par le règlement intérieur. Je descends voir ce qui se passe au rez-de-chaussée. 11. En repassant par l'escalator, j'arrive aux abords de l'aire de l'entrée. Juste le temps de constater que Cathy a pris sa place quotidienne. Elle rit aux blagues de Monsieur Lune tandis que Monsieur Kérouf les écoute, sourire aux lèvres. Passant par là à ce moment, Lisette s'arrête 10 minutes pour échanger quelques politesses. Elle a quitté l'aire pharmacie, il va être 18h, c'est son heure. Sans m'attarder, il me faut rejoindre le passage au siège rond. La nuit tombe, le froid avec. Il y a sûrement quelques gens particulièrement pauvres qui sont venus se réchauffer 1 heure ou 2 à l'intérieur du centre. 12. En effet, Monsieur Barbe et Jambert sont là, dos à dos, ils ne se parlent pas. Ils savent tous deux que leur présence dans les galeries peut être perçue comme dérangeante. Ils ont déjà été évincés par les agents de sécurité lorsqu'ils venaient aux heures de pointe. À 18h, et dans ce passage retranché des galeries, ils se font moins embêter, mais ils devront retourner dehors à un moment. Monsieur Bombe était là lui aussi, il est parti désormais. La commerçante du magasin de bonbons, à côté de l'escalator, m'indique qu'il est effectivement venu autour de 14h. À force,
Elle le connaît personnellement et lui a déjà permis de rester dans le centre alors que les vigiles lui demandaient de circuler. Il vient ici depuis 5 à 6 ans, c'est une connaissance, on discute souvent et parfois il achète des bonbons. L'année suivante, après le remaniement des aires de repos, c'est ici que se retrouveront les dames habituées de l'aire pharmacie, quand l'aire aura été démantelée pour laisser place à des tables hautes. Simone, Madame Cournois, Lisette et Madame Frac s'approprieront le siège rond devant l'entrée du supermarché. C'est un emplacement stratégique s'il en est. Il donne l'avantage de ne pas pouvoir rater qui que ce soit qui se rendrait à sa course quotidienne au supermarché. À cette heure, quelques gens pressés sortent du travail et viennent effectuer une course alimentaire dans les galeries. Les boutiques ferment à 19h, les galeries se vident progressivement quoiqu'elles restent ouvertes jusque 20h30, heure de fermeture du supermarché intérieur. Ce laps de temps permet d'observer des couloirs quasiment déserts à l'étage, et des fauteuils vidés de leurs occupants. Au rez-de-chaussée, quelques passants se servent des galeries en guise de raccourci sur leur chemin piéton. L'aire pharmacie est alors régulièrement occupée par quelques sans domicile fixe, SDF et mendiants, ou d'autres pauvres individus résidant en foyer d'hébergement non loin du centre. Je suis parti, le cahier plein de notes. Aujourd'hui, Mohamed ne travaillait pas. C'est un agent de sécurité pour qui je me suis pris d'amitié. J'ai salué ses collègues, mais demain je recommencerai cette ronde habituelle, cette fois-ci aux côtés de Mohamed. Nous pourrons alors observer ensemble les habitués, et j'en profiterai pour lui poser des questions sur ces personnes tout en l'observant lui-même dans sa fonction de surveillant des galeries marchandes. Il me racontera peut-être des scènes cocasses qui se sont déroulées samedi dernier, un jour d'affluence pour la clientèle et donc pour les occupants qui apprécient généralement cette forte affluence. Première partie, l'envers du décor, galeries de portraits qui font la vie sociale des galeries marchandes. Chapitre 1, Mohamed, un vigile à mes côtés. Tu vois notre travail, c'est pas des mathématiques. Il faut être malin, il faut être diplomate, profiter de la situation. Mohamed, 42 ans, agent de sécurité du centre depuis 11 ans. 1. Ma rencontre avec Mohamed. 1. Portrait de Mohamed. Étudier un centre commercial de manière ethnographique n'est pas quelque chose qui va de soi. Ce type d'espace urbain, temple moderne de la consommation, relève d'une organisation fortement rationalisée qui possède ses acteurs professionnels, ses normes et ses règles d'usage, sa morphologie singulière, ainsi que ses différents publics. Dans ce chapitre, je vais décrire la manière dont cette étude a débuté et les premiers obstacles que j'ai rencontrés sur le terrain. Étant donné que l'investigation que j'ai menée au sein du CC Saint-Cyprien doit beaucoup à l'aide que j'ai reçue de la part de Mohamed, la meilleure façon de raconter mon entrée sur le terrain, c'est encore de raconter l'histoire de Mohamed. Mohamed avait 42 ans au moment où je l'ai rencontré. Il est né au Maroc, est arrivé en France après son baccalauréat pour faire des études en gestion de finances, avant de travailler dans la sécurité au CC Saint-Cyprien après un bref séjour en Hollande. Voici comment il parle de son parcours. Moi, je suis arrivé comme étudiant ici, parce que j'ai fait mes études approfondies en Hollande. J'ai fait Bac+4 en gestion de finances chez moi au Maroc. Normalement, je devais faire une thèse ici et des études approfondies en France, mais le thème que j'ai choisi, le nouvel ordre mondial, c'était un peu piquant cette période-là, avec le 11 septembre 2001 et tout ça, c'était un peu touchant, et je sais pas, mais ils l'ont refusé ici à la fac et j'étais obligée de changer en Hollande. J'ai fait une année en business administration, et après je suis revenue, j'ai pensé que j'allais trouver du travail dans le domaine, mais j'ai pas trouvé. J'ai commencé la sécurité, et comme je suis mariée, j'y suis restée. J'aime bien, je dis pas que j'aime pas mon boulot, mais quand même je trouve que c'est pas juste parce que j'ai fait des études et je fais ça maintenant. Parce que ce que je fais maintenant, quelqu'un qui a pas le bac peut le faire. Tu vois, ça reste un petit peu comme un mal au cœur, tu vois. Ça fait 11 ans bientôt que je suis là, je me plais bien ici, ça va. Et puis, quand on fait des enfants après pour chercher c'est dur. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Je suis mariée depuis 2001 et j'ai eu ma fille en 2002. Quand j'ai commencé ici, en 2001, c'était le bordel. Tu ouvrais la coursive, y a des rottweilers qui entraient et tout. On a passé 6 mois de galère.
Mais on était beaucoup. Le samedi par exemple on était 8 agents malveillance. Il y a eu beaucoup de progrès de ce côté-là. Mohamed m'a paru tout de suite comme une personne centrale dans la vie de l'institution, à travers sa longue connaissance du métier et des pratiques des usagers qu'il observe jour après jour durant ses rondes quotidiennes. D'autant qu'il a vite été sympathique avec moi, voyant peut-être en moi le doctorant qu'il avait souhaité être, car en effet j'avais bien eu des discussions avec les autres vigiles du centre, mais aucun d'eux ne semblait aussi intéressé que Mohamed pour m'accompagner dans mon travail. Si bien que je me suis d'abord appuyé sur son expertise locale pour comprendre les attentes sécuritaires du centre, ainsi que les pratiques des personnes âgées. J'avais pris l'habitude de chercher Mohamed dès que j'arrivais dans le centre. Il était quasiment toujours en train de circuler dans les galeries, seul ou accompagné d'un collègue de la sécurité. Lorsque je ne le trouvais pas, c'est qu'il était dans les locaux de la direction ou au PC Point Central Sécurité. Dans ce cas, je passais à l'accueil demander aux hôtesses de le joindre par talkie-walkie afin de l'informer de mon arrivée. Il ne tardait jamais. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.